frontières qui n'ont été mises en place à la veille des indépendances que pour mieux nous contrôler, on ne peut pas avoir la foi en Dieu si on est l'esclave d'autrui. La question de la démographie, est-ce un problème? J'apprécie beaucoup un certain nombre de choses qu'il a dites, mais je dois dire que je ne le suis pas sur deux thématiques. Bonjour et bienvenue à Monsieur Ousmane Timéra qui est avec nous aujourd'hui. Bonjour à tous les membres du GREN. Tout à l'heure, je vais passer la parole à Monsieur Ibrahim Touré, qui sera le modérateur de la rencontre d'aujourd'hui. Et c'est lui qui va à la fois vous introduire et mener les discussions nécessaires avec vous et aussi faire les interactions nécessaires entre vous et les membres du GREN. Merci à tous et je passe sur ce la parole à Ibrahim Touré pour la gestion des débats de cet après-midi. Merci. Oui, bonjour à tous, bonjour à tous les membres du GREN, bonjour à monsieur, déjà à notre invité, monsieur Timéra, aussi monsieur le secrétaire général Sidi Danyoko. Merci monsieur Timéra d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes invité aujourd'hui par le groupe de réflexion, d'action et d'initiative novatrice, qui est une plateforme qui réunit des chercheurs, des hommes d'affaires, des anciens ministres, des anciens fonctionnaires internationaux, des diplomates, qui, toujours dans la quête perpétuelle de la connaissance et des savoirs, souhaitent prendre de la hauteur sur tous les sujets qui nous environnent. Et c'est la raison pour laquelle vous êtes invité. Alors, je pense que vous connaissez déjà le grain parce que vous y êtes intervenu, je crois, en 2021. Voilà, sur une thématique. Je pense à l'époque, la thématique, c'était la place de la religion et des leaders religieux dans le conflit interne au Sahel. Donc, l'actualité du moment commandait, on va dire, cette thématique. Et 2 années plus tard, des choses ont changé. Les dynamiques politiques, géopolitiques ont aussi beaucoup changé. Les conflits se sont intensifiés. Les tensions géopolitiques également. Les incertitudes se multiplient. Et aujourd'hui, nous vous invitons à parler sur une thématique beaucoup plus large que celle que vous aviez abordée en 2021, qui est un thème assez vaste, qui est la laïcité, l'indépendance et la souveraineté, et quel projet de civilisation en Afrique de l'Ouest. Alors, sans tarder, je vais vous présenter quand même Monsieur Timéra. Vous êtes un intellectuel, un poète, un auteur, et aussi conférencier franco-sénégalais. Vous êtes spécialiste en sciences islamiques, en philosophie de la religion et aussi en politique publique territoriale. Vous êtes diplômé de Sciences Po Paris et de l'École pratique des hautes études. Vous aviez étudié la théologie, les droits musulmans, les sciences du Coran et du Hadith, mais aussi les stratégies territoriales et urbaines, notamment à Sciences Po Paris. Avant vos études supérieures, vous avez aussi, on va dire, fréquenté le terrain parce que vous avez étudié dans divers centres de formation tels que la Madarsa, les cercles traditionnels d'enseignement au Sénégal et en France, notamment avec le Cheikh Mohamed Diakou et bien d'autres. Vous aviez également par ailleurs occupé divers postes dans le cadre du développement social et des politiques publiques territoriales en tant d'abord que chef de projet puis consultant. Et vous êtes actuellement doctorant en philosophie à l'université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Donc, vous connaissez bien ces sujets entre la religion et la politique, des deux domaines qui communiquent en permanence. Et nous souhaitons vous écouter en tant qu'intellectuel. Donc, on va vous donner, c'est pour ça on n'a pas précisé le cadre de manière très restreinte. Donc, on vous laisse communiquer, nous faire un exposé pendant les 15-20 prochaines minutes. Et ensuite, on va passer la parole à nos membres pour vous poser des questions beaucoup plus directes. Voilà, à vous la parole, Monsieur Timéra. Oui, bonjour à toutes et à tous. Je suis très, très heureux d'être parmi vous ici. Deuxièmement, j'aimerais effectivement vous remercier, remercier le président d'avoir bien voulu m'inviter. C'est effectivement la deuxième fois que nous nous rencontrons. J'espère qu'un jour nous nous rencontrerons en présentiel pour que je puisse mettre des visages sur ces prénoms et noms et puis échanger aussi plus directement et plus humainement. J'ai eu la chance d'être au Mali pendant 4 années où j'ai pu discuter avec un certain nombre d'entre vous d'ailleurs, que j'ai pu rencontrer à travers mes diverses activités en tant que consultant.
Et il est vrai que depuis notre dernière discussion, les choses ont bien évolué en Afrique de l'Ouest, notamment la situation malienne, hein, que nous ne pouvons que saluer à travers ce grand événement qui est la conquête de Kidal. Je me souviens lors d'une conversation et d'un échange que j'avais eu avec euh, le Premier ministre, l'ancien Premier ministre Moussa Mara, à 8 mois euh, de ce qui allait être le coup d'État contre Ibeka. J'annonçais à lui et à son équipe qu'un coup d'État allait forcément avoir lieu et qu'il fallait se préparer en conséquence et penser au-delà sur le plan stratégique quant à l'événement qui allait arriver. Et effectivement, les événements se sont déroulés tels que je l'avais étudié et proposé, en tout cas indiqué. Et la question qui se pose aujourd'hui, dans le sillage global des, oui, des révolutions, des révoltes et des révolutions des peuples qui ont lieu un peu partout en Afrique de l'Ouest, que ce soit au Mali tel que nous l'avons constaté, que ce soit au Burkina Faso, que ce soit en Guinée, que ce soit au Niger, que ce soit au Sénégal, mon pays, où les soubresauts concernant la problématique électorale ont eu lieu. J'identifie l'ensemble de ces différents soubresauts qui ont lieu en Afrique de l'Ouest comme étant l'expression de la part des populations forçant aussi leurs élites à aller dans un dépassement d'une situation de dépendance, de non-indépendance en réalité, nous allons en parler tout à l'heure, de non-souveraineté, nous en parlerons aussi, et donc d'acquérir les conditions véritable de l'indépendance vis-à-vis de la colonisation. Et de façon instinctive, mais je dirais même de façon explicite, nous avons vu des populations descendre par milliers, de dizaines de milliers euh, dans les rues pour exiger en fait, la fin du contrôle et de la soumission de leur pays et de leur territoire à la mainmise et aux puissances étrangères. Cela a donné les résultats que nous connaissons en ce moment, contre à la fois la présence des puissances étrangères et contre aussi euh, la présence de groupes dits terroristes euh, aux ambitions politiques qu'il va falloir expliciter et contre lesquels il y a un combat. Il y a concomitance en réalité entre la présence des seconds, euh, terroristes ou militants qui veulent prendre une partie des territoires des États actuels pour y exercer leur autorité, avec une visée qui est celle soit d'un élargissement sur l'ensemble de l'Afrique de l'Ouest. C'est le projet notamment de l'AQMI, qui veulent mettre en place un califat islamique sur l'ensemble de la sous-région, ou à visée religieux ethnique. C'est le cas d'un certain nombre de groupes terroristes qui veulent avoir un territoire pour leur ethnie particulière, ou c'est aussi le cas de groupes ethno-nationalistes qui veulent un État laïque, mais réservé à leur seule population ou ethnie. Nous avons ces trois projets de civilisation, je dirais, en tout cas ces trois projets politiques, qui sont en concomitance avec les premiers en termes de contrôle de la population. Les uns servent les autres, que sont les puissances étrangères, en l'occurrence ici la France et les institutions internationales qui étaient présents jusqu'à peu au Mali notamment et qui continuent d'être présents sur l'ensemble de l'Afrique de l'Ouest. Je dis qu'il y a concomitance entre les deux présences car les uns justifient la présence des autres, c'est-à-dire que les terroristes et ceux qui euh, euh, font œuvre de sécession politique justifient la mainmise et la présence des puissances étrangères, et les puissances étrangères se justifient à travers la présence de ces groupes sécessionnistes
avec soit une idéologie nationaliste ou une idéologie religieuse. Donc les deux se tiennent et forment un système permettant ainsi de maintenir les populations et les pays dans lesquels nous sommes, en Afrique de l'Ouest, dans les conditions coloniales dans lesquelles elles ont été fabriquées par la colonisation, ou, voire en deçà, continuer l'émiettement, la stratégie d'émiettement laissée par la colonisation. Il nous faut donc parler de l'indépendance et de la souveraineté avant de parler de la laïcité. À l'orée des années 60, vous le savez tous, je ne rentrerai pas dans des détails que vous connaissez sans doute mieux que moi, nous avons hérité d'États au modèle des États-nations qui existaient et qui existent en Europe. C'est ce modèle-là qui s'est propagé dans l'ensemble des continents de la planète, remplaçant ainsi les autres organisations qui existaient, les empires, les royaumes à caractère ethno-religieux. Ces États nous ont été laissés après les indépendances par la colonisation, en tout cas les ex-colonisateurs, avec un certain nombre de caractéristiques que je vais indiquer. La première des choses, c'est que nous avons des territoires qui ne peuvent se défendre seuls. Deuxièmement, nous avons des territoires qui utilisent une monnaie qui n'est pas la leur. Troisièmement, nous avons des territoires, des États qui, certes, ont leur place au sein de l'Assemblée des Nations Unies, mais décident sur le plan diplomatique et international, jusqu'à peu en tous les cas, selon le vote et la vision de l'ex-colonie française. Quatrièmement, nous avons des États dont les lois, la Constitution, ainsi que les lois et le mode de fonctionnement du pouvoir est un téléchargement direct, sans trop de transformation, des constitutions et des règles juridiques issues de l'Europe, en l'occurrence pour nous, la France. Ces quatre caractéristiques font que nous n'avons pas ce qui fonde un État souverain. Les quatre caractéristiques d'un État souverain, capable donc d'exercer son autorité sur un territoire de façon absolue et sans subir une quelconque forme de contrainte extérieure de la part d'un État extérieur ou d'une contrainte intérieure de la part d'un groupe particulier, eh bien, les caractéristiques de cette souveraineté sont le fait de battre monnaie, de pouvoir se défendre, de pouvoir édicter des lois de façon autonome et qui s'appliquent sur l'ensemble du territoire, et de pouvoir avoir des relations directes et autonomes et souveraines avec les autres nations et autres États, en fonction de ses propres intérêts. L'absence de ces quatre conditions de la souveraineté font de nos États, de fait, au lendemain des indépendances, non pas des États, mais des protectorats, puisque ces quatre pouvoirs sont d'une manière ou d'une autre exercés sur nos populations et sur, entre guillemets, nos États par la puissance coloniale extérieure. Et c'est cela que, au fond, les événements qui ont eu lieu au Mali et les événements qui ont lieu dans le Sahel et dans l'ensemble de l'Afrique de l'Ouest, c'est cela que veulent remettre en cause nos populations ainsi que les États et responsables politiques qui se mettent à leur écoute lorsqu'effectivement nous avons la chance d'avoir des leaders de cette acabit. Et tant que ces conditions léguées par la colonisation sont présentes, il n'y a aucune indépendance de fait. Et la pauvreté ne peut que perdurer, ainsi que l'état de soumission et de suzeraineté de fait ne peuvent que continuer.
Et c'est la raison pour laquelle, face à une telle situation de non-souveraineté, les ressources qui sont les nôtres sur nos territoires ne sont exploitées que dans le sens des intérêts du souverain réel, la métropole, c'est-à-dire la continuité de la relation qui existait entre la métropole, en l'occurrence la France, avec ses colonies, ex-colonies, eh bien, c'est la continuité de cette relation qui ont perduré après les indépendances, relation que nous appelons en sciences politiques la France-Afrique. C'est cela qu'il s'agit de briser. C'est cet élément d'introduction que vous connaissez très bien, que je voulais déjà planter. Et de fait, lorsqu'il est question de laïcité, dans des territoires qui veulent se libérer de la mainmise coloniale française ou de la France-Afrique ou du modèle français, eh bien, la question et le débat de la laïcité se pose ici dans le sens où peut-il y avoir véritablement une indépendance? Peut-il y avoir souveraineté lorsque les imaginaires, lorsque l'organisation du pouvoir, lorsque l'organisation sociale, lorsque les relations entre les populations et leur État est en fait une reproduction de ce qu'a légué l'ex-colonie? C'est une première question. Il faut y répondre de façon sérieuse et profonde sur le plan philosophique et sur le plan politique. Peut-on être souverain et indépendant lorsque le type d'organisation que nous adoptons n'est pas issu d'une réflexion profonde et issu d'une inspiration issue de nos héritages religieux, politiques et historiques, et est en réalité la transposition d'une réalité extérieure qu'est la France, différente sur nos populations qui sont, elles, différentes et participent d'un autre imaginaire historique, philosophique et religieux. C'est un premier point sur lequel il va falloir que nous répondions. Deuxième point, peut-on aujourd'hui parler dans un univers mondial, dans un ordre international qui est en train de changer, où la puissance, le pôle de la puissance est en train de changer et passer de l'Occident à l'Asie, avec les soubresauts que nous rencontrons dans le monde, en Ukraine, en ce moment dans le Moyen-Orient, à Taïwan, et aussi sur nos territoires en ce moment dans le Sahel, où la défaite française, pour l'instant, qui a lieu sur le plan international et particulièrement au Sahel, participe de la perte de puissance de l'Occident et particulièrement de la perte de puissance de la France, que l'on peut appeler en réalité l'homme malade ou l'État malade de l'Europe aujourd'hui. Les difficultés que rencontre la France dans son rapport avec les États-Unis, nous l'avons vu avec son éjection du contrat qu'il a lié avec l'Australie pour lui livrer des sous-marins nucléaires au profit des États-Unis et du monde anglo-saxon. Nous le voyons dans ces difficultés dans son rapport avec l'Allemagne et nous le voyons de plus en plus dans la perte d'influence jusqu'à la remise en cause de son siège au Conseil de sécurité par l'Allemagne et par d'autres pays européens. C'est cette perte de puissance globale de la France qui s'inscrit dans la perte de puissance, en tout cas dans la contestation de l'hégémonie occidentale par les pays asiatiques. C'est dans ce cadre-là qu'il faut penser les soubresauts qui ont lieu chez nous, au Sénégal, au Mali, au Burkina Faso, en Guinée, en Niger et dans d'autres pays de l'espace ouest africain. Dans ce contexte-là, peut-on continuer à penser selon les modes de pensée et selon l'ordre étatique et politique laissé par la colonisation? Est-ce que nous pouvons continuer à penser selon le cadre étroit d'États-nations ethniques
ou non ethnique, mais en tout cas extrêmement restreint, par rapport à une réalité historique qui est la nôtre, où l'espace de déploiement civilisationnel dépasse largement les frontières dans lesquelles on nous a enfermés, frontières qui n'ont été mises en place à la veille des indépendances que pour mieux nous contrôler, mieux nous gérer et ne pas permettre d'avoir une quelconque autonomie et indépendance vis-à-vis de l'ex-pays colonisateur. C'est de cela dont il s'agit aujourd'hui et je vais essayer de proposer un certain nombre de pistes de réflexion dans les 10 minutes qui suivent, 10 à 15 minutes qui suivent, faisant confiance à votre sagacité pour saisir les grandes lignes de mon propos et leur profondeur, et faisant confiance ensuite à la qualité de notre dialogue qui aura lieu tout à l'heure après la fin de cette deuxième partie de mon exposé. Laïcité. La laïcité s'inscrit dans un univers religieux, mental, particulier, qui est celui de l'Occident. Occident chrétien, où le temporel et le spirituel se séparent, voire peuvent s'opposer. C'est un premier élément. Deuxième élément, dans un univers mental et religieux, où nous parlons de désenchantement du monde, où il s'agit de réduire la réalité de l'existence humaine et de l'existence tout court à son fonctionnement naturel, son questionnement de son sens. C'est-à-dire que dans cet univers-là, que des philosophes comme Spinoza, comme Hegel et comme Marx ont très bien indiqué, et d'autres philosophes du même acabit, où nous ne questionnons pas le pourquoi du monde, où le monde, quant à son origine, se suffit à lui-même. Il n'y a pas de transcendance. Le monde existe de tout temps, il a toujours été là, et le fait de comprendre son fonctionnement, comment il fonctionne, selon ses lois, est suffisant en termes d'explication. De ce fait, la question du sens, la question du pourquoi, toutes les questions d'ordre moral, le bien et le mal, la question de la dignité humaine, n'ont pas de fondement transcendant, sont tributaires de l'imaginaire de l'être humain et de son choix, en l'occurrence ici occidental, et donc de l'évolution de l'histoire, de l'évolution des sociétés. Donnons aussi aux sociétés un même type de règles de fonctionnement que celui qui existe dans la nature, c'est-à-dire des règles de fonctionnement qui sont déterministes, qui ne laissent pas de choix à la liberté. Il n'y a pas de choix, il n'y a pas de place à la liberté ici. Contrairement au monde moral et politique, comme le disait très bien Emmanuel Kant, qui a besoin à un moment donné de fonder la liberté sur le choix et sur un certain nombre de principes moraux, religieux, moraux, philosophiques, qui sont indépendants du fonctionnement de la nature, fondés sur la nécessité. Si vous faites de l'ensemble de l'univers tel qu'il est un fonctionnement naturel, déterministe, il n'y a plus de place à la dignité humaine. L'être humain se réduit à un animal comme les autres, un super animal certes évolué, mais qui n'a aucune raison d'avoir une quelconque prétention à une dignité supérieure, à la notion de famille humaine, à la notion de bien et de mal. C'est dans ce registre-là, en réalité, même dans l'ignorance de ces acteurs, qu'en Europe s'est introduit ce que nous appelons la sécularisation, dans laquelle s'inscrit l'idée de laïcité. La laïcité s'inscrit d'abord dans un univers mental où le divin est religieux, où le divin s'oppose à l'humain. Et dans cette opposition, le divin finit par disparaître pour ne laisser place qu'à l'humain dans son tête-à-tête avec la nature. Nature qui se réduit à son fonctionnement mécanique déterministe et qui finit par complètement anéantir et annihiler l'être humain qui se confond avec la nature et qui ne peut se distinguer et qui, de ce fait, perd ce qui fait sa spécificité,
son esprit, son art, sa poésie, que la religion donne comme origine, comme étant le souffle divin. C'est le souffle divin ou l'esprit divin insufflé en lui qui permet à l'être humain de penser, d'avoir le besoin de sortir même du monde et de penser à un idéal qui le pousse à transformer sa réalité vis-à-vis de laquelle il reste insatisfait. Ensuite, c'est ce que nous pouvons appeler une laïcité globale et générale, qui s'inscrit dans une sécularisation que le philosophe ou le sociologue et philosophe Max Weber appelait le désenchantement du monde. Ce désenchantement existe-t-il chez nous, en Afrique, dans notre vision du monde? Je viendrai bien sûr sur le point de vue musulman sur le sujet, puisque nous sommes en Afrique de l'Ouest, majoritairement musulmans, et qu'il nous faut donc penser notre univers de sens et l'organisation sociale et culturelle et politique que nous donnerons en accord avec cet univers de sens auquel nous croyons. C'est une discussion sur laquelle il va falloir s'arrêter à un moment donné. En tous les cas, vous comprenez que je définis la laïcité au-delà de l'ordre institutionnel formel qui dit qu'il y a séparation entre l'État en tant qu'institution et l'Église en tant qu'institution ou les institutions religieuses de façon générale. Le fait de dire qu'il y a séparation entre un ordre, une institution religieuse d'une part et l'ordre politique n'est pas une nouveauté occidentale, puisque nos sociétés africaines déjà afro-musulmanes faisaient cette distinction. Jusqu'à présent, vous allez dans n'importe quel village, je parle de mon expérience en tant que Soninké, au Mali on nous appelle Marka, au Sénégal c'est plutôt Saraholé, eh bien dans n'importe quel village, mais c'est vrai aussi chez les Peuls ou ailleurs, il y a un chef de village et il y a un chef religieux. Et les deux rôles sont distincts. Distincts mais reliés. Il n'y a pas de séparation, il n'y a pas d'opposition. Mais il y a une distinction. Donc, il n'y a pas ici de nouveauté. La nouveauté quant à la séparation de ce qu'on appelle le religieux et le politique ou le temporel et le spirituel n'est pas une chose nouvelle, c'est une nécessité. Parce qu'il y a chez l'être humain une distinction qu'il établit entre son extériorité, son corps, et l'univers extérieur, et son intériorité, son esprit, et l'âme qui s'y trouve. C'est une réalité anthropologique fondamentale humaine. Nous faisons tous une distinction entre notre intériorité et notre extériorité. C'est sur cela que se fonde la distinction qu'il y a entre le temporel, mondain, et le spirituel, qui fixe l'idéal, les orientations et les finalités. La spécificité de ce qu'on appelle la laïcité s'inscrit dans cette spécificité occidentale qui est devenue une réalité sur l'ensemble du monde, qui est un recul des significations spirituelles et religieuses et du sens, au fond, que nous donnons à l'au-delà du monde qui vient impacter notre réalité dans le monde. Il y a toujours une vision quant au sens du monde, son transcendant, ou son pourquoi, d'où il vient, son origine, qui va influer sur la manière dont nous allons gérer la société et dont nous allons nous organiser. Il est impossible de séparer les deux. Il est nécessaire de distinguer, mais il est impossible de séparer les deux, car il est impossible, à moins de mourir, de séparer l'esprit du corps. Et toute la question qui se pose aujourd'hui dans nos sociétés africaines, c'est de trouver le moyen, de trouver la bonne formule au fond, la relation qu'il peut y avoir entre notre perception du monde sur le plan philosophique et religieux et notre organisation économique, politique et sociale pour qu'il n'y ait pas de divorce entre les deux, mais qu'il y ait harmonie. Et ça nécessite de critiquer à la fois le modèle religieux que nous avons hérité, qui est issu d'une autre époque,
et de ne pas confondre le religieux avec le modèle ancien. Le religieux est au-delà du modèle que nos anciens ont donné pour exprimer le religieux. Et critiquer le modèle social, politique et économique que nous avons hérité du monde occidental, qui est aujourd'hui en crise et qui nécessite que nous pensions un nouveau système, une nouvelle manière d'organiser l'économique, l'éducation, l'économique, le droit, le juridique et le diplomatique, ainsi que la défense. Il s'agit de repenser le lien entre le spirituel religieux et le politique économique au-delà des cadres particuliers que nous avons hérités, soit de la modernité occidentale, soit de la tradition afro-musulmane et traditionnaliste africaine. Tel est l'enjeu qui est le nôtre aujourd'hui. De ce fait, dans des pays qui veulent recouvrer leur indépendance et leur souveraineté réelle. 3 enjeux sont à traiter de façon concomitante. Contrairement à ce qui fut fait, par exemple, en 1991, lorsqu'on a voulu instaurer la démocratie, sont posées la question de la politique économique et de la vision religieuse et spirituelle et philosophique. Tout comme cela fut fait au moment des indépendances, où on nous a donné des États non viables sans que ces États soient adaptés ou repensés en osmose et en harmonie avec la mentalité, avec l'histoire, avec l'univers symbolique des populations, de sorte qu'il y a aujourd'hui un hiatus entre le fonctionnement de nos États et le fonctionnement ou l'imaginaire des populations, où la plupart des populations ne comprennent pas le mode de fonctionnement même électoral de nos États et de nos sociétés, où nous voyons un type de gouvernement où il y a une surreprésentation, ou plutôt des pouvoirs exponentiellement immenses, très forts, de la part du pouvoir exécutif et du pouvoir politique, contre la vie et la vitalité ou le pouvoir et l'autorité de la société. Nos anciens empires qui existaient avant la colonisation, voire même, et nos anciens royaumes, n'avaient pas un fonctionnement qui donnait au chef la totalité du pouvoir, de sorte que sa remise en question puisse signifier la remise en cause de la souveraineté absolue. L'idée même de souveraineté absolue est quelque chose d'étrange du point de vue de nos traditions africaines et du point de vue de nos traditions musulmanes, où, quelle que soit la grandeur du souverain et sa puissance, celle-ci doit absolument être soumise à un certain ordre moral, éthique, religieux, défendu par des représentants ou incarné par l'ensemble de la société. Il n'y a jamais eu, dans le mode de fonctionnement ancien, un pouvoir souverain qui puisse faire ce qu'il veut, comme il veut et quand il l'entend des populations et du territoire. Cela signifiait un dysfonctionnement qui pouvait même à un moment donné pousser à faire démettre le souverain de la part de l'Assemblée qui contrôlait son action. Donc, le mode de fonctionnement hérité par la colonisation est à questionner, car il ne correspond pas à l'imaginaire millénaire, à l'imaginaire symbolique et religieux des populations. Peut-on parler aussi de souveraineté et d'indépendance lorsque la question de la laïcité dans nos pays s'est inscrite
non pas dans le sens de l'émancipation vis-à-vis d'une autorité religieuse dictatoriale qui s'imposait, comme cela était le cas en France, mais c'est inscrite, cette question, dans un contexte de domination coloniale qui visait à neutraliser toutes les capacités de résistance symboliques et politiques et sociales des populations à partir de leurs référents religieux. C'est-à-dire que la question de la laïcité s'est inscrite historiquement dans les pays musulmans majoritairement et africains chez nous dans un contexte de contrôle. Ce qui nous fait venir, en termes de conclusion, à un certain nombre de propositions. Nous parlions du fait qu'il fallait concomitamment parler de l'enjeu spirituel et religieux, de l'enjeu politique en termes d'organisation et de gestion du pouvoir, et en termes de l'ordre économique et de la politique économique et sociale qui permettait, qui devait permettre la souveraineté et l'indépendance de nos pays. Ces trois choses, si elles sont séparées et non traitées ensemble, font que nous avons une souveraineté qui n'est pas complète. Qui n'est pas complète parce que notre imaginaire, nous ne pensons pas par nous-mêmes notre univers et l'organisation politique et l'organisation économique, et cela ne peut se faire sans un questionnement sur les finalités de l'existence philosophique et religieuse. Nous ne sommes pas souverains et indépendants si l'ordre politique et la manière dont nous gérons le pouvoir n'est pas issu d'une réflexion endogène des populations et de leurs leaders, mais issu d'expériences extérieures et exogènes à ces populations-là. Et nous ne sommes pas souverains lorsque le système monétaire et le système économique de production de nos biens et d'exploitation de nos ressources n'est pas dans le sens, ne se fait pas dans le sens des intérêts des populations et ne se fait pas à partir des capacités et compétences à nourrir par l'éducation de nos populations, nous rendons ainsi dépendants de forces extérieures et de sociétés extérieures sur les choses les plus essentielles pour une population, c'est-à-dire sa capacité à répondre à ses besoins physiologiques, sa nourriture, et ses capacités à répondre à ses besoins psychiques, c'est-à-dire son univers de sens culturel. Dépendant sur le plan économique pour se répondre à ses besoins physiques et dépendant, donc en situation de servitude quant à ses, parce que incapable de répondre à ses besoins culturels et psychiques, cela fait que nous ne pouvons pas, malgré les drapeaux, malgré les constitutions, malgré tous les apparats de la modernité, nous ne pouvons pas nous considérer comme étant des personnes, individus et des personnes sur le plan collectif et social comme étant souverains et indépendants. Cela ne peut se faire que en sortant de deux points essentiels. La première des choses, en sortant des frontières actuelles dans lesquelles nous nous trouvons. Il n'y a aucun projet de souveraineté sans un projet de civilisation qui concerne l'ensemble de l'Afrique de l'Ouest. Le Mali est un pays enclavé et entouré de cette frontière avec d'autres pays. Il est impossible de penser l'indépendance du Mali sans relation avec les autres territoires. C'est impossible. C'est le Mali en tant que tel qui a intérêt à se penser à travers un territoire plus large qui s'appelle l'Afrique de l'Ouest et qui correspond peu ou prou aux anciens empires de Ghana, du Mali ou du Songhai. C'est un premier élément. Deuxième élément, aucune indépendance, aucune souveraineté ne peut se faire sans un projet de civilisation
qui, au-delà des frontières actuelles, arrive à dépasser l'histoire réduite que chaque État-nation se fabrique au détriment de l'histoire globale civilisationnelle dans laquelle se retrouve l'ensemble des populations. Le dénominateur commun des populations ouest-africaines, ce n'est pas l'aspect ethnique, ce n'est pas l'aspect de la langue, c'est avant tout l'aspect religieux et l'aspect civilisationnel et l'aspect culturel qui transcende les différentes langues. Ce sont ces trois points qui font que nous pouvons nous considérer, au-delà de nos ethnies, comme un seul et même peuple. Nous avons les mêmes coutumes et les mêmes traditions. Que l'on soit Peul, que l'on soit Soninké, que l'on soit Bambara, que l'on soit Songhai, et d'autres types d'ethnies qui existent, que l'on soit Wolof, l'ensemble des populations, pour la plupart en tout cas de l'Afrique de l'Ouest, nous partageons les mêmes coutumes, les mêmes cultures et les mêmes référents culturels. Premièrement. Deuxièmement, la religion qu'il va falloir libérer de l'emprise de l'interprétation traditionnaliste et de l'interprétation, on va dire, fondamentaliste. J'y reviendrai dans notre dialogue sur ce point-là. La religion est aussi un élément fédérateur au sein de nos populations. C'est ce qui fait qu'un certain nombre de marabouts ou d'imams arrivent à posséder une autorité qui transcende les frontières. Parce que l'islam, en tant que religion présente en Afrique de l'Ouest depuis plus de 1000 ans, s'est adapté au fur et à mesure de l'évolution historique aux coutumes des populations et a été un vecteur d'organisation impériale extrêmement puissant qui n'a pris fin qu'il y a quelques siècles à la veille des colonies et qui a été aussi un vecteur de résistance contre la colonisation dont les grandes figures historiques religieuses nous ont légué un formidable exemple. Et enfin, il faut parler des intérêts géostratégiques communs que nous avons et qui fait que d'une manière ou d'une autre, et c'est ce que nous avons compris dans les organisations sous-régionales que nous avons, la CEDEAO, l'UEMOA et d'autres, il y a des intérêts géostratégiques et géopolitiques et économiques qui nous obligent d'une manière ou d'une autre à collaborer, à travailler ensemble et à penser les modalités d'une organisation fédérale sur le plan politique et que j'appelle les États-Unis d'Afrique de l'Ouest. C'est ce projet-là, à mon avis, qui doit être porté par les différents leaders et les élites politiques, intellectuelles, économiques, religieuses et sociales, si nous voulons sortir de la crise dans laquelle nous nous trouvons, une crise qui montre les limites des États-nations que nous avons héritées et qui montre cette crise, leur effondrement vers des espaces plus restreints, vers un émiettement plus prononcé et dont les agents sont ceux que j'ai désignés au début, c'est-à-dire les groupes politiques ethno-religieux ou ethno-nationalistes ou sectaires religieux, qui sont des symptômes au fond de sociétés qui s'écroulent sur elles-mêmes, car incapables à un moment donné de sauter, ou plutôt d'envisager un projet politique et civilisationnel qui dépasse l'organisation étatique actuelle, qui nous enferme et qui nous emprisonne. La non-réponse et la non-satisfaction de nos États des besoins essentiels des populations
pousse ces dernières dans le combat que se mènent les uns et les autres pour le peu de ressources et les miettes de ressources que leur laissent les vrais décideurs et leurs alliés au niveau de la tête de nos États, poussent les uns et les autres à se recroqueviller sur des appartenances ethniques, biologiques plus restreintes pour pouvoir se protéger en raison de l'absence de protection réelle des États et de la société, et donc de nous transformer, de nous embrigader les uns contre les autres à la recherche des ressources pour nous nourrir, au sein de communautés qui deviennent des absolus en soi, des identités meurtrières, pour parler comme l'écrivain Amin Malouf. Pour sortir de cette crise économique, sortir de cette crise politique, sortir de ces crises communautaires, il nous faut penser à un projet de civilisation, et j'en termine ici, qui arrive à relier le spirituel, l'économique, le politique, le social et l'historique dans un projet de souveraineté sur l'ensemble de la région qui doit à un moment donné aboutir à un projet fédéral des États-Unis d'Afrique de l'Ouest. Voilà ce à quoi je voulais aboutir. Et vous saisissez donc que le débat sur la laïcité, à mes yeux, pose problème, car si nous voulons entendre par là un État qui respecte la diversité religieuse et la liberté de conscience des uns et des autres, nous n'avons pas besoin d'être laïcs pour ce faire. Et nous voyons des États laïcs qui ont brimé leur population et ont jeté en prison des individus parce que ces derniers pensaient autrement. Et la question de la laïcité, si elle préservait la liberté de conscience et religieuse, eh bien, elle ne pousserait pas la France, mon autre pays, à agir comme elle agit en ce moment vis-à-vis des minorités religieuses et notamment vis-à-vis des musulmans. La question de la laïcité est une question avant tout idéologique qui ne répond pas au véritable problème d'une organisation sociale et politique qui respecte sa diversité et qui respecte la souveraineté des individus et leur dignité. Nous avons besoin d'abord et avant tout de démocratie et non de laïcité. Et la démocratie permet l'accord et l'osmose entre l'élite politique et la société, la population qui choisit ses représentants et qui peut les contrôler et les diriger selon les vues et le projet qui est le sien. Je m'arrête ici. J'espère avoir été clair. Je fais confiance à votre sagacité pour comprendre le fond de mon propos et peut-être que dans nos échanges, je pourrais aller dans plus de détails, notamment sur la question religieuse et la nouvelle conception que nous devons avoir de la religion qui diffère de celle de nos imams actuels et la question de l'État moderne qui doit différer de celle des modernistes actuels. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur Timera, pour ce brillant exposé. C'était très clair. Merci aussi de nous avoir fait voyager dans dans ce monde philosophique si riche avec des auteurs que vous avez cités. Voilà. Donc, en tout cas, merci beaucoup. Avant de passer la parole aux autres membres du Grain, je voudrais faire une rapide synthèse de tout ce que vous aviez dit et puis vous pouvez m'arrêter si je ne suis pas fidèle à ce que vous avez dit. Bon, vous avez structuré votre intervention en différentes parties. Dans la première partie, vous avez déjà commencé à planter le décor, en questionnant même le modèle d'État-nation que les États ouest-africains, ou même les États africains en général, ont hérité des indépendances. Et vous avez dit que ces modèles d'État-nation ont remplacé d'autres formes d'organisation qui existaient déjà, comme les empires, les royaumes, et qui fait qu'en quelque sorte, on se cherche dans ce mode d'organisation. Vous avez aussi évoqué les différentes caractéristiques qui font qu'on n'a pas aujourd'hui, on a du mal
en tout cas à mettre en place un État souverain. Vous avez parlé des autorités qui ne doivent pas avoir de contraintes, ni externes ni internes, qui doivent avoir la capacité également de se défendre, de battre monnaie et aussi de gérer par soi-même les relations directes qu'on a avec les nations, avec les autres nations. Et que vous avez dit que ces 4 caractéristiques-là font défaut et qui fait que également ça nous place aussi dans une situation de protectorat. Donc, vous avez utilisé ce mot. Et pour vous, dans ces conditions-là, la pauvreté ne peut que perdurer. En deuxième partie, vous avez plutôt parlé de la perte de puissance, on va dire, de la France, aussi même des enjeux internationaux géopolitiques qui résonnent en Afrique, notamment la perte de puissance de l'État français dans les événements récents qu'on a vus, mais aussi du déplacement même du centre de gravité de l'hégémonie occidentale vers une forme d'hégémonie qui est en train d'arriver et qui émerge du continent asiatique, et je pense sous l'égide de la Chine notamment. Puis en partie 3, vous avez parlé longuement de la laïcité, du concept même de la laïcité, et je pense que vous avez posé même un problème de définition de cette notion. En tout cas, vous proposez une définition qui va au-delà de la définition habituelle où on a juste tendance à séparer l'institutionnel de la religion. Donc, vous vous inscrivez, je pense, dans une dynamique beaucoup plus globale pour penser même le concept de laïcité. Vous faites même la distinction entre le mot distinguer et séparer. Pour vous, c'est pas tout à fait pareil. En tout cas, c'est ce que j'ai retenu de cette partie-là sur la laïcité. Et aussi, vous aviez dit que la notion même de séparation n'est pas une nouveauté en fait occidentale, c'est que déjà on le faisait même en Afrique où les chefs de village étaient systématiquement distincts du chef religieux et que ça a toujours existé dans nos nations. Puis ensuite, la partie 4, vous avez parlé de la notion de souveraineté. En fait, dans cette partie, vous posez même beaucoup de questions. Vous avez commencé par dire que la souveraineté absolue même, c'est synonyme parfois de dysfonctionnement et que le modèle qui est hérité de la colonisation, ça on l'a dit aussi, est à questionner. Et voilà, donc vous avez aussi introduit, je pense, quelque chose d'important qui est même que la question même de la laïcité n'a pas été introduite de la même façon dans les pays occidentaux qu'en Afrique. Pour vous, dans les pays occidentaux, ça a été, on va dire, introduit dans une époque où peut-être la religion prenait peut-être l'ascendant sur l'institutionnel et qu'en Afrique, ça a été introduit plus dans une optique de contrôle. Enfin, si je résume vos propositions. Puis ensuite, la dernière partie, vous commencez par faire des propositions. Pour vous, il faut des réflexions. Les réflexions jusque-là en Afrique ne sont pas endogènes, c'est-à-dire que nous avons tendance à penser dans un cadre qui ne nous ressemble pas et que on ne peut y avoir de vrais projets de souveraineté et même de civilisation sans faire des réflexions sur la base de nos réalités. Pour vous, voilà, donc ça c'était quelque chose d'important. Puis ensuite, vous faites des ouvertures en dernière partie. Pour vous, la religion, ça doit être un élément fédérateur en Afrique de l'Ouest et que c'est finalement le seul, on va dire, le seul fait qui nous rassemble et qui transcende les langues, les ethnies et que on peut trouver dans la religion en Afrique de l'Ouest un élément de fédération des nations. Et ensuite, vous terminez même par, je pense, évoquer le mot États-Unis d'Afrique de l'Ouest et vous pensez on doit penser un projet de civilisation qui relie le spirituel, l'économique, le social et le culturel. Et vous terminez par une phrase importante, je pense, qui interpelle aussi tous les membres du CRIN, c'est qu'on a plus besoin de démocratie que de laïcité. Est-ce que je suis fidèle à ce que vous avez dit dans votre exposé? J'aurais pas dit mieux. OK. Merci beaucoup. Je passe la parole aux membres du CRIN pour poser des questions directement à notre intervenant. Il y a des questions? Tout d'abord, merci beaucoup, monsieur. Je voudrais féliciter M. Timera pour un exposé stimulant. Et j'aimerais, d'entrée de jeu, demander un éclaircissement parce qu'il y a un peu de bruit dans la zone ici. En ce moment, il y a un mariage. Mais
la dernière phrase que vous avez proposée dans votre résumé, nous avons besoin de plus de démocratie. Je n'ai pas entendu le dernier volet. Est-ce que vous pourrez m'édifier par rapport à ce qui a été dit avant que j'intervienne? Oui, je pense que, enfin, il va confirmer M. Timera, il dit qu'on a plus besoin en Afrique de démocratie que même de laïcité. Voilà, il faut d'abord une démocratie solide avant même d'évoquer les termes plus complexes de laïcité. Je pense qu'il a dit. À un moment donné, j'avais aussi dit qu'il fallait penser la religion, fallait libérer la religion de l'interprétation de nos imams. Il y a un problème quand même d'interprétation de la religion qui en font un moyen de pouvoir et de coercition. Donc, il y a un souci là-dessus. Je suis prêt à en discuter sur le plan théologique. Et il faut libérer aussi la notion d'État de la vision moderniste, de l'élite moderniste de nos pays. Parce que c'est une conception de l'État qui vise à imposer aux populations un certain nombre de fonctionnements et à affaiblir donc la société en tant que telle. Donc j'avais terminé là-dessus. Et effectivement, pour moi, la question de la laïcité n'est qu'un prétexte, assumé ou pas, pour pas parler des vrais problèmes. Euh, c'est pas parce qu'un État s'appelle laïque qu'il respecte pour autant la liberté d'expression. Et c'est pas parce qu'un État a pour référence la religion qu'elle ne respecte pas la liberté des populations. La plupart des pays européens ne sont pas laïques. La plupart des pays européens font référence à une religion. Même pas une religion, la religion chrétienne, hein, quelquefois, c'est dans la religion chrétienne le protestantisme, et quelquefois dans le protestantisme, une religion particulière. Dans les pays scandinaves, par exemple, en Angleterre, où la reine, aujourd'hui le roi, est aussi le chef spirituel de l'Église anglicane, ce sont pourtant les pays les plus libéraux et les plus ouverts en matière de liberté. Donc, la référence ou pas à la religion ne fait pas la liberté au sein d'un pays. Ce sont d'autres institutions et d'autres garanties qu'il faut mettre en place en termes de contrôle, en termes de choix des peuples, capacité des peuples à imposer à leurs dirigeants leur vision et leurs décisions, et un certain nombre de modes de fonctionnement qui aident à la respiration démocratique. Donc, à mes yeux, la laïcité, c'est un débat franco-français qui nous retarde. Il faut abandonner ce débat. Il est inintelligent. Et du point de vue mondial, la France est vue comme une étrangeté. Au sein de l'Occident, tout le monde regarde la France de façon extrêmement bizarre. Qu'est-ce que c'est que cette forme d'intégrisme et de débat, ou voire même de psychose sur la question de la laïcité? Non. Un État doit être un État de droit. Ça, on comprend. Doit être démocratique, c'est-à-dire relevant du choix des peuples. Ça, on comprend. Et c'est de ça dont on a besoin en Afrique. Merci beaucoup, monsieur. J'aimerais donc intervenir maintenant, si vous permettez, monsieur le modérateur. Est-ce que je peux? Si vous pouvez, monsieur Thiam, après je donne la parole à madame, monsieur Wan, après je donne la parole à madame Assita Thiam. Oui, allez-y, monsieur Bien, Wan. je vous remercie. Je voudrais commencer en disant que j'ai très bien apprécié cet exposé. C'est l'un des plus stimulants qui m'a été donné d'entendre dans ce cadre depuis sa phase initiale. D'abord parce que il est assez critique par rapport à bien des idées reçues qui ont émaillé les évolutions du monde ces dernières années, y compris celles du Mali et de la sous-région ouest-africaine. Ensuite,
je crois qu'il a aussi bousculé un certain nombre d'idées reçues, voire de tabous, relatifs à des notions comme la laïcité, le rôle du spirituel, la souveraineté, la prise en charge des intérêts géostratégiques communs et la nature des projets de société de caractère multidimensionnel qu'il va falloir élaborer pour justement renforcer nos capacités en termes économiques, sociaux, culturels, etc. Toutes choses que j'ai vraiment fort appréciées. Et je commencerai par la question du spirituel. J'ai le sentiment que vous avez fait une suggestion très intéressante, c'est que dans ce domaine-là, quelques personnalités qui détiennent, sont censées détenir un certain savoir, se sont appropriées une part que je considère comme démesurée du pouvoir philosophique, notamment sur les esprits. Et je crois que ça, c'est un phénomène qui a suscité des comportements souvent irrationnels qu'il faut essayer d'éliminer. Parce que moi, je compare l'islam de la génération de mes parents, de nos parents, à l'islam tel qu'il est pratiqué aujourd'hui. Il y a des différences vraiment très importantes qui m'incitent à penser que nos parents ont été plus sobres par rapport à cette question, plus savants même aussi, sans oublier le fait que c'était dans une ambiance qui faisait recours au jugement des uns et des autres et à leur adhésion individuelle et collective dans un contexte qui préservait quand même un minimum de liberté d'agir et de penser. Deuxième remarque que je voulais faire sur la souveraineté. Nous avons aussi eu tendance, ces temps-ci, à mettre un accent très fort sur cette question. Bien entendu, ça a son importance, mais je crois qu'il faut bien en circonscrire tous les contours, tous les éléments constitutifs avant de l'ériger en doctrine qui transcende toutes les autres, du point de vue de la posture de l'État-nation en termes de ses interactions avec l'étranger. Je crois que ça, c'est un élément sur lequel vous avez apporté des éclaircissements que j'ai trouvé fort appréciables et rafraîchissants. Troisième remarque, vous avez dit qu'aucune souveraineté n'est envisageable sans projet de société ouest-africain. Et ce dernier doit inclure les aspects religieux, civilisationnels et culturels. Ça aussi, je trouve que c'est une remarque fort heureuse, pertinente dans le contexte actuel de notre sous-région, parce que dans le contexte des difficultés auxquelles nous nous sommes heurtés suite à des sanctions CEDEAO, suite à des crispations intra-sous-régionales, si je puis dire, entre certains pays membres de la CEDEAO, nous avons eu tendance à considérer qu'il fallait être particulièrement véhément par rapport à ces questions-là, dans le simple souci d'exprimer, de manifester notre souveraineté sous toutes ses formes. Je crois que nous devons être conscients d'une chose, et à cet égard, il a même été question dans certains milieux de quitter la CEDEAO, de s'isoler ou en tout cas de vivre quasi-autarcie, en restaurant les fondamentaux d'une économie nationale souveraine et planifiée, comme disaient certains, toutes choses qui me semblent plutôt inappropriées dans le contexte actuel. Et ma dernière remarque, qui est liée à la dernière que je viens de dénoncer, c'est la prise en charge des intérêts géostratégiques communs que nous partageons. C'est un impératif stratégique
En fait, nous n'avons même pas le choix, selon moi. Toutes les zones du monde en développement qui ont évolué favorablement ces 30-40 dernières années l'ont fait dans le cadre de dynamiques régionales qui ont été organisées dans plusieurs sphères, la production, le social, le culturel, le technologique, etc. Et nous, ici, avec nos États qui ont des démographies particulièrement significatives, des évolutions démographiques significatives, qui ont aussi des contraintes climatiques et des difficultés aussi en matière d'infrastructure pour accroître les transactions inter-États, ces États-là, disais-je, n'ont de choix que celui de l'intégration. Et nous devons constamment attirer l'attention de nos populations sur cet impératif. Parce que sans cela, il n'y aurait aucun progrès dans notre sous-région. Et en particulier, compte tenu des effets de l'enclavement auxquels vous avez fait référence. Voilà les éléments que je voulais signaler. Et il y a un dernier que j'avais oublié, c'est sur la démocratie. Nous devons organiser notre démocratie en fonction de notre culture, de notre passé, de nos valeurs. Et moi, il y a une question qui me préoccupe particulièrement à ce sujet, rapidement, c'est celle du suffrage universel. Je crois que nous devons le réaménager, peut-être en trouvant des corps intermédiaires qui seraient susceptibles de le rendre plus efficace et aussi de lui donner un contenu conceptuel plus conséquent. Ce sont là les remarques que je voulais faire, M. Timéra. Encore une fois, je vous félicite pour cet exposé. Il est fort rafraîchissant et il pose les bases, je dirais, d'une véritable refondation à l'échelle sous-régionale. Merci. Merci à vous, cher M. Wan. Merci beaucoup, Monsieur Wan. Je passe la parole à Madame Chama Issata. Merci beaucoup, Ibrahim, et je te félicite vraiment pour une très belle modération. Merci. Tu as fait une synthèse, une excellente synthèse de la présentation. Et je voulais aussi féliciter le présentateur, Monsieur Timéra. Tu n'as pas été à Maracas aujourd'hui. Attention. Tu as transcendé tout cela. Tu nous as donné, j'espère que je peux te tutoyer. Tu nous as donné une présentation très articulée, très bien adossée sur des considérations aussi bien historiques, philosophiques et très actuelles, économiques, politiques, sociales, etc. Moi, j'ai bien apprécié le fait que la présentation s'est terminée sur des pistes de solutions, mais lorsqu'on parle de solutions, on parle aussi de défis. J'ai l'impression que tant qu'on n'est pas conscient des défis contre lesquels on se bat de façon quotidienne, les solutions resteront des rêves. Et je commence par exemple par la pauvreté qui est vraiment pratiquement globale dans notre continent. Et cette pauvreté qui fait que la religion n'est même pas un choix conscient, la religion est plutôt un refuge de la part de nos populations. Et à cet effet, comment on peut peut-être tirer des considérations philosophiques entre la laïcité et les religions lorsqu'on sait que de toute façon, les populations ne sont pas en face de choix. Ils vont vers ce qui leur permet de supporter un peu leur quotidien, qui n'est pas facile. La deuxième partie, c'est peut-être le problème de l'analphabétisme. Je me dis, dans tout ce qu'on fait en termes d'évoluer ensemble, il faut qu'on puisse communiquer et se comprendre. Lorsque c'est les intellectuels qui font les appels dans ce contexte-là, je suppose qu'on s'exprime plutôt dans la langue de Molière et comment on peut élargir un peu la portée de ce que l'on fait faire et s'assurer que les populations ont bien compris, ont bien communiqué et que tout ce qu'on envisage comme solution est peut-être quelque chose qui peut leur bénéficier. Mon troisième point est par rapport à la solidarité. Point. On parle des États-Unis d'Afrique de l'Ouest. Moi, je veux bien.
Mais en termes de solidarité des États qui le composent, je pense qu'on a un gros chemin à faire. Et mon dernier point, c'est vraiment l'explosion démographique. Lorsqu'on parle de vouloir faire des dividendes démographiques un levier pour aller là où on voudrait aller, je pense que c'est un énorme défi qui est là. Donc, je mets tout ce package-là dans un beau ruban où je me dis c'est peut-être notre legacy pour la jeunesse qui est là, cette jeunesse qui a la technicité, cette jeunesse qui a l'exposition, mais peut-être cette jeunesse n'a pas la perspective historique et la sagesse des anciens. Donc, est-ce que vous pouvez nous donner vos impressions par rapport à tout ce titillement que j'ai mis à votre connaissance pour nous dire comment vos solutions peuvent se réconcilier avec ces quelques défis que je vous ai présentés. Merci beaucoup et excusez-moi si j'ai été long. Merci beaucoup, Madame. Merci beaucoup, Madame Thiam, pour cette intervention. C'était très clair. Je ne sais pas si Monsieur Timera souhaite rebondir sur les questions de Madame Thiam qui vous a interpellé directement. Si vous avez des solutions ou aussi des solutions qui peuvent réconcilier tout ce que vous venez de nous dire et les remarques des défis qu'elle a soulevés sur le continent africain. Oui, je vais essayer d'être rapide pour laisser la parole à d'autres personnes. Je n'ai pas de solution, j'ai des propositions, je suis avec vous, comme vous, je réfléchis. Mais je vais faire référence à un passage du Coran qui me parle beaucoup. Le Coran, dans la sourate, la 16e sourate, la sourate des abeilles, définit l'esclavage. Disons que, en gros, il donne un exemple, il dit l'esclave, c'est celui qui est possédé, qui est dépendant d'autrui et qui n'a pas les capacités de dépenser. C'est parce qu'il ne peut pas dépenser, ne peut pas contribuer. Donc, il est possédé et lui-même ne possède rien du tout. Et il est complètement dépendant d'autrui. Ensuite, il continue, il dit, et l'esclave, l'autre esclave, c'est celui qui est dépendant de son maître, qui l'oriente là où il veut. Et quelle que soit l'orientation que son maître lui donne, cela ne lui apportera rien du tout. Est-ce que celui-ci est semblable à l'autre, une autre personne qui est sur une voie droite et qui ordonne le bien? En gros, si on synthétise le propos ici coranique, c'est que les deux conditions pour ne pas être un esclave, quelqu'un qui est sous la domination d'autrui, qui est dépendant d'autrui, c'est d'être souverain et indépendant économiquement, ne pas être possédé, mais posséder et contribuer nuit et jour économiquement. Et deuxièmement, c'est le fait de ne pas être dépendant de quelqu'un intellectuellement, qui fait que c'est lui qui pense pour nous, et qu'on a nos propres valeurs, nos propres principes, nos propres sources à partir desquelles nous proposons pour contribuer à la justice dans le monde. Donc, dans les deux cas, il y a possession de ressources propres, économiques et culturelles, et capacité de contribution économique et culturelle et morale. Sans cela, toute éducation, toute politique, tout système qui ne permet pas à un être humain, quel qu'il soit, d'avoir ces deux conditions, eh bien, c'est une société d'esclaves. Nous sommes dans la situation dans laquelle nous nous trouvons parce que nous ne possédons pas de façon indépendante les moyens économiques et les moyens culturels de la souveraineté et de la puissance. Ça doit être cela qui doit, à un moment donné, orienter l'ensemble de l'organisation socio-culturelle et symbolique. Comment souverainiser les individus? Or, nous avons un gros problème dans nos éducations. Nous avons un gros problème dans notre organisation politique. Nous avons un gros problème dans notre organisation économique. Puisque tout est fait en réalité pour nous déposséder. Et donc de nous mettre toujours en situation de mendiant. Cela va du président, en passant par les ministres, en passant par les assemblées, jusqu'au fin fond des familles où on a un homme, entre guillemets, lui-même soumis,
mais qui soumet ses enfants et son épouse à des formes, au fond, de soumission où ils ne peuvent contribuer. On ne développe pas l'initiative, on ne développe pas le questionnement et la critique, et on ne développe pas la capacité de proposer. Ça devient une éducation. Et sans ça, on ne peut pas s'en sortir. Et au fond, la colonisation et notre éducation nous a convaincus que nous n'avions pas les ressources en nous-mêmes. Voilà pourquoi nous devons sortir de nos pays, partir ailleurs, où lorsque l'on fait des études, on attend que l'on soit embauché par l'administration, et non en se disant bah, je vais monter une entreprise, je vais essayer de m'en sortir, et il faut que nous tous, de façon solidaire, on puisse trouver les moyens de notre indépendance, quels sont les systèmes que nous pouvons mettre en place, quel type de commerce est-ce que je peux mettre en place, mais dans le cadre déjà d'une politique publique qui pense ces choses-là, ces priorités-là. Nos élites sont des élites soumises, qui ne pensent qu'à une chose, c'est de tendre la main et de recevoir. Et c'est donc une question de mentalité et de spiritualité, je dirais même de foi. Il n'est pas musulman, alors on va me dire je fais sortir les gens de l'islam, mais j'assume mon propos. On ne peut pas avoir la foi en Dieu si on est l'esclave d'autrui. Et on est l'esclave d'autrui si on n'est pas capable de subvenir à ses propres besoins, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, physiologiques et psychiques. On est esclave, comme le Coran l'a très bien indiqué. Donc, ça, c'est un premier point. Le deuxième point, partons des ressources qui sont les nôtres. Une question de confiance. Nos élites, j'ai dit 2 fois élites, hein. Je pense que le problème majeur des Africains, ce ne sont pas les populations. Les populations ont des ressources énormes. Les populations n'ont pas de problème avec l'idée des États-Unis d'Afrique de l'Ouest. Il suffit de voir comment est-ce que les populations se déplacent au-delà des frontières. Les mariages, le commerce, les relations. Il y a beaucoup de déplacements au sein des populations ouest-africaines entre elles. Par contre, nos administrations, nos États et nos hommes et femmes politiques, ce sont eux qui ont un esprit restreint et qui pensent peau de chagrin, qui se pensent que par rapport à l'extérieur, en dehors de leur population, n'ont aucune confiance en leur population. Ce sont eux qui mettent en place des frontières. J'ai fait le voyage en voiture entre Dakar et Bamako. 25 heures, j'ai eu mal au dos, je ne ferai plus jamais ça de ma vie. Mais on a été embêtés comme jamais par les polices aux frontières, les différentes polices. Comme si un Sénégalais, quand il rentrait au Mali, c'était un terroriste ou une personne bizarre. Et vice-versa, quand je suis revenu de Bamako jusqu'à Dakar, on a été embêtés tout au long de la route et des frontières, et de la frontière. J'ai dit des frontières parce qu'il y a plusieurs frontières à l'intérieur d'un même pays. Qu'est-ce que ça veut dire? Le fait que nous ayons plus de relations en tant qu'État individuel, nos pays ont plus de relations avec l'Union européenne et la France qu'entre États ouest-africains. Ça, c'est de la faute des élites politiques et économiques. Ce sont eux les problèmes, le problème ici. Et donc, il faut qu'il y ait à un moment donné un mouvement populaire à l'intérieur des sociétés qui soit à un moment donné capable de s'auto-organiser indépendamment des États et d'être assez forte pour pouvoir forcer les élites à aller dans un certain sens. Pour l'instant, nous avons des États qui sont plus forts que, que les sociétés. C'est pas une bonne chose, ça. Pour la question de l'analphabétisme. Vous savez, en France, on dit que quelqu'un est analphabète quand il ne parle pas français. Et souvent, on se rend compte que la personne sait écrire l'arabe, sait faire des discours dans sa langue maternelle. Et faire des discours dans sa langue maternelle, même quand ce n'est pas écrit, c'est une forme d'intelligence, une très grande forme d'intelligence. Le problème, c'est que nous avons un critère que l'on juge universel, qui est le modèle occidental. Si tu ne parles pas français, ou anglais, ou espagnol, ou l'une des langues occidentales, tu es un analphabète. Non. La question qui se pose, ce sont nos États qui doivent à un moment donné, oui, il faut propager
euh, l'écriture et la capacité de comprendre. Mais quelle est la promotion de nos langues euh, nationales et la nécessité de leur donner une écriture? Je sais, par exemple, que on a créé une écriture qui s'appelle le Nko, pour, je crois que c'est en bambara, euh, euh, qui permet d'écrire nos langues, toutes nos langues africaines. Pourquoi est-ce que nos États ne promeuvent pas cela, premièrement? Et deuxièmement, faire en sorte que il y ait effectivement la capacité aux différentes, à tout individu formant nos populations de maîtriser plusieurs langues. C'est un résultat de la colonisation que de nous avoir, de penser que se restreindre à son ethnie particulière et sa langue particulière, c'est ça qui fait qu'on est enraciné. Non. Avant la colonisation, d'ailleurs, on ne se définissait pas forcément par rapport à son ethnie. C'est la colonisation qui nous a mis ça dans notre tête. Nos anciens, et on a ça jusqu'à nos parents, pour moi en tout cas, par rapport à mon père, à ma grand-mère, à mon arrière-grand-mère. Et il en va de même pour du côté paternel. Eh bien, il maîtrisait plusieurs langues. Il était très très rare d'avoir une personne qui parlait pas plusieurs langues. En l'occurrence, pour mes parents, c'était le soninké bien sûr, c'était le peul, c'était l'arabe. Mon père parle arabe, c'était le français, c'était aussi le bambara et d'autres langues locales. Et il y a donc un appauvrissement de la maîtrise des langues qu'il faut à un moment donné combattre. Enfin, c'est aussi à nos États et à nos administrations de s'adapter aux populations. Quand on veut donner une information aujourd'hui, les mettre par écrit, c'est se destiner à ne pas être compris par la majorité des populations. Il faut que nous inventions des formes de crieurs. Comme avant, oui, les crieurs dans les villages. Moi, j'ai vu ça quand j'étais au village. J'ai passé 3 années au Sénégal dans mon village, le village de mon père. On avait des crieurs dans la rue qui expliquaient les décisions de l'Assemblée du village. Donc, oui, continuez les journaux, continuez effectivement la télévision, mais aussi avoir des personnes qui comprennent le langage et la langue des gens pour aller de quartier en quartier de façon plus humaine en plus et permettre à ce que les gens comprennent les décisions et qu'ils puissent y participer. Et donc, organiser à un moment donné par quartier une vie locale démocratique intense. Et faire en sorte que ça soit tournant tout en respectant les traditions, la prise en compte du chef de village, la prise en compte du chef traditionnel, la prise en compte du chef religieux, mais, et je termine là-dessus, je vais terminer ensuite sur la question démographique, en enlevant la tyrannie de l'aîné. Parce que dans nos cultures africaines, c'est vrai, on respecte l'ancien et c'est important. Cependant, ce respect de l'ancien a pris des proportions chez nous qui nous transforment en face de celui qui détient l'autorité en de véritables êtres soumis et esclaves. Et pour moi, c'est la raison pour laquelle la colonisation et l'esclavage a un tant soit peu fonctionné chez nous, parce que le type d'éducation que nous avons est une éducation qui nous pousse à l'obéissance. Et il suffit qu'un plus fort vienne mettre de côté celui qui détient l'autorité pour mieux s'imposer. Vous savez, les moutons n'ont que faire du type de berger qui les conduisent, du moment qu'ils sont conduits vers leur lieu de consommation. C'est cette éducation de moutons qu'il faut qu'on enlève et qu'on pousse à la participation beaucoup plus intense sur les questions locales qui préparent ensuite à des questionnements sur les questions nationales. La question de la démographie. Est-ce un problème? J'avais participé à un colloque avec l'organisation dirigée par le Premier ministre Moussa Mara sur la question de la démographie. J'avais été un des rapporteurs. Je n'avais pas pris la parole, j'ai écouté attentivement. À mes yeux, la question de la démographie est une fausse question pour deux raisons. La première des choses,
c'est que nos territoires, nos pays, l'Afrique est sous-peuplée aujourd'hui. Tous les démographes sérieux vous l'indiquent. Nous avons été dépeuplés par l'esclavage et par la colonisation. Nous sommes en train de rattraper le niveau démographique qui devait être le nôtre. Nos territoires sont beaucoup trop vastes aujourd'hui par rapport à nos populations. Regardez le territoire malien, il n'est pas rempli. Le territoire sénégalais plus petit n'est pas rempli. Nous n'avons pas de problème démographique. C'est faux. Le problème démographique n'existe que par rapport aux Occidentaux, qui ont une certaine vision eugéniste de la population, même de ce qu'ils appellent les inutiles. Elles l'ont déjà appliqué dans les périodes totalitaires. Et par rapport aux Africains, la tendance totalitaire des Occidentaux n'a pas trop changé. Et ils visent la question, ils ne pensent nos politiques démographiques telles qu'ils nous les imposent aujourd'hui que par rapport à leur sécurité à eux et par rapport à leur capacité à continuer à nous dominer. C'est parce qu'aujourd'hui, il y a une jeunesse et une population bien plus importante que celle de l'Europe et celle de la France, ce qui n'était pas le cas au moment des colonisations, qu'aujourd'hui, il y a une remise en cause de plus en plus flagrante et de plus en plus directe, notamment de la jeunesse, de la présence française et de son influence. C'est parce que nous avons fait des enfants. Le fait de faire des enfants, c'est un signe de bonne santé sociale. C'est parce que déjà, nos enfants ne meurent plus, ce qui était le cas avant. Il y avait un taux de mortalité à la naissance qui était extrêmement grand. Et c'est parce que nous ne faisons plus, nos enfants vivent et continuent de vivre et ne meurent pas en bas âge dans nos pays, qu'aujourd'hui nous avons la démographie que nous avons. Et à entendre certains, c'est comme si en fait on regrettait l'époque où ils mouraient tous. Non. Cependant, il y a un défi. Oui, un défi que la société et nos États doivent prendre en charge. Et ça doit participer de nos choix, des choix de dirigeants que nous devons faire. Quelles sont les infrastructures? Quels sont les services? Quelles sont les conditions de vie et d'éducation que nous offrons à cette jeunesse pour que ces capacités soient développées, qu'ils deviennent des êtres humains dignes et souverains, capables de contribuer à leur société? Aujourd'hui, c'est cette question-là qu'il faut poser. Et si nous avons tant de jeunes qui soit partent vers l'immigration dans les conditions que vous connaissez, ou partent par leur cerveau quand ils ont fait de grandes études, partent dans les pays étrangers, ou alors deviennent des rebelles dans les mouvements terroristes et djihadistes, c'est parce que nos États ont été défaillants quant à l'avenir et aux réponses qu'ils donnaient aux besoins de leur jeunesse. Ils ne s'en préoccupent pas. Nous avons aujourd'hui des bras, des cerveaux et de la richesse humaine pour pouvoir, à un moment donné, exploiter nos ressources. Mais nos États sont obnubilés par les devises ou par les bonnes notes que la Banque mondiale et le Fonds monétaire international leur donnent. Ce qui m'amène à mon troisième point, à mon deuxième point sur cette question-là, la question économique. Nos économies ne sont pas pensées. En fait, ce sont des économies de vieux pour des populations jeunes. Notre politique monétaire est calquée sur la politique monétaire européenne, qui est une politique européenne adaptée à des retraités. La politique européenne est calquée sur la politique allemande, qui est une politique de capitalisation qui a besoin à un moment donné d'avoir des taux extrêmement forts qui permettent une rentabilité pour le capital, pour des gens qui possèdent. Et donc, ils n'ont pas besoin d'investir dans des infrastructures parce qu'ils les ont déjà. Mais pour des populations jeunes, par rapport à des sociétés et des pays qui sortent de la colonisation et qui ont besoin à un moment donné d'avoir des investissements, nous devons avoir des politiques économiques avec des taux beaucoup plus faibles, une monnaie moins forte, qui permettent à un moment donné d'investir et de favoriser l'industrialisation et l'agriculture. C'est de cela dont nous avons besoin.
La politique monétaire que nous avons, qui veut la stabilité monétaire, qui lutte contre l'inflation, n'est pas une bonne politique pour nous. C'est en train de nous tuer. C'est pour ça que nos entreprises, nos idées, nos jeunesses, avec leurs idées, ne reçoivent pas de prêts bancaires. Il n'y a pas de prêt. Ou sinon à des taux exponentiels de 12%, ce qui n'existe pas en Europe. Donc nos élites économiques sont fautives. Pour avoir discuté avec un certain nombre d'économistes lorsque j'avais organisé un débat et un colloque sur le franc CFA, j'étais sidéré d'entendre des salafistes et des ayatollahs économistes qui réfléchissent pas, qui sont des imitateurs, comme les imitateurs religieux que nous avons, qui pensent que il faut copier sur l'Arabie Saoudite pour être de bons religieux, alors que l'Arabie Saoudite a son modèle de société qui n'est pas la nôtre, qu'on peut être musulman africain. Eh bien, nous avons aussi la même mentalité chez nos politiques et les économistes, qui pensent qu'il n'y a de salut qu'en copiant la BCE. Non, c'est pas possible. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, nous n'avons pas les capacités de répondre à ce bienfait que Dieu nous a donné, que sont nos enfants. Et je m'arrête ici. Merci, Monsieur Timera, pour ces éléments de réponse. Peut-être juste une dernière question avant de vous libérer quand même, parce que on a épuisé le temps. Je pense qu'il y a Monsieur le ministre Mamadou Namouri Traoré qui a levé la main. Et voilà, donc Madame Cham vous remercie infiniment hein, pour pour vos éléments de réponse. Oui, Monsieur Traoré. Oui, oui, bonjour à tous. J'ai bien suivi avec beaucoup d'attention les exposés de Monsieur Tibera et j'apprécie beaucoup un certain nombre de choses qu'il a dites. Mais je dois dire que je ne le suis pas sur deux thématiques. La première, c'est la laïcité. Euh, il faut savoir que il connaît très bien la religion, donc je ne vais rien lui apprendre en lui disant que il y a une forme de religion qui est politique, une forme de religion musulmane qui est politique, notamment les salafistes. Eux aspirent à gouverner les États selon les principes de la charia. Et on en a chez nous. On en a chez nous. Moi, j'ai suivi avec beaucoup d'effroi un jour un débat d'un leader religieux dont je ne dirai pas le nom, qui est très intelligent. Avec lequel j'ai sans doute débattu d'ailleurs, je crois. Qui a, comment on appelle ça, noyé complètement les journalistes au point de leur faire perdre leur latin en disant que, en fin de compte, la laïcité consiste à éloigner les gens de Dieu. C'est pas vrai. Ça n'est pas possible de dire des choses comme ça. La laïcité, c'est la séparation de l'Église et de l'État. Originalement, c'est ça qu'on dit en France. Et dans le monde, disons, si on généralise ça, c'est, disons, la séparation de la religion et de l'État. Si on ne fait pas ça, on a un État religieux. Et les États religieux, il y en a. Regardez Israël. L'État religieux israélien est pratiquement un obstacle à la paix au Moyen-Orient. Parce que en Israël, il y a des Israéliens musulmans, donc arabes, et puis l'État est juif. On dit que l'État est juif. Ça veut dire que l'État est calqué sur la religion juive. Et ça fait qu'aujourd'hui, il y a des extrémistes juifs qui gèrent l'État et on voit ce que ça donne. Alors, prenons un autre exemple, c'est l'Iran. L'Iran est en train de massacrer des gens tout simplement parce que l'Iran impose que les femmes portent le voile. Mais où est la liberté dans ça? Ça, c'est une chose. Alors, dans notre contexte, il faut savoir que justement, c'est ce Moyen-Orient qui nous a envoyé, enfin, je ne sais pas comment on dit ça, mais disons qui a inculqué un certain nombre de leaders chez nous, cette forme de religion qui consiste à s'emparer de l'État et à gérer l'État selon les principes de la charia. Ça, on ne peut pas accepter ça. Je pense que personne ne peut accepter ça au monde. Donc, il faut être clair sur la laïcité. La laïcité n'est pas contre la religion. La laïcité, au contraire, disons, défend la liberté religieuse, la liberté de conscience pour tout individu et surtout pour arriver à appliquer ça, faire en sorte que l'État ne s'occupe pas de ça.
que l'État ne s'occupe pas de religion, que l'État laisse la religion aux individus, que ce soit, que la foi reste une affaire personnelle. C'est ça la laïcité et pas autre chose. Deuxième sujet sur lequel je ne vous suis pas du tout, c'est la démographie. Dire que la démographie n'est pas un problème en Afrique, c'est quand même assez osé. Nous avons aujourd'hui au Mali une jeunesse abondante. Vous dites que c'est un don de Dieu, c'est vrai, c'est un don de Dieu, mais c'est aussi des pratiques. C'est aussi des pratiques qui, disons, ont tendance à réduire la femme au rôle de mère reproductrice, sans droit, sans autonomie, et qui fait que, bon, les femmes font des enfants, même si elles ne veulent pas. Même si elles ne veulent pas. Et donc, c'est un choix, c'est des pratiques peut-être coutumières, c'est des pratiques peut-être même teintées de religion, je n'en sais rien. Mais c'est des pratiques qui font que nous avons une jeunesse abondante face à des besoins dont nous n'avons pas les ressources. Et c'est ça qui pose problème. Et pour ça, il faut agir sur les deux leviers. Il faut agir sur, on ne dit pas qu'il faut faire du malthusianisme ou je ne sais pas quoi, faire des avortements comme les Chinois ou les Indiens l'ont fait. Non. Il faut juste arriver à éduquer les filles, à leur faire prendre conscience de leur disons, existence en tant qu'être de plein droit, de leur liberté de choix, et faire en sorte que ce soit elle qui décide si oui ou non elle veut faire des enfants. Elle veut faire des enfants. Ça, c'est la première des choses. Deuxième des choses, il faut mettre à leur disposition les moyens de ça. Les moyens pour qu'elles puissent se prémunir contre les grossesses non désirées, car Dieu sait qu'il y a des grossesses non désirées, surtout parmi les adolescentes. Et effectivement, je vous rejoins sur un point, c'est qu'effectivement, les États doivent investir dans l'éducation de la jeunesse. Parce qu'une jeunesse non éduquée, c'est un danger, c'est une bombe pour le pays. Et malheureusement, nous en avons plein aujourd'hui qui sont engagés dans les groupes terroristes, qui sont engagés dans les groupes rebelles, et que je ne sais quoi encore. Et ça, c'est un danger. C'est pas un bienfait. C'est un danger. C'est pas un, comment on appelle ça, euh, comment on dit ça? C'est plutôt un danger, autre chose. C'est un danger. Et effectivement, le progrès consiste à jouer sur les deux. Permettre l'accès des filles à l'éducation, permettre aux femmes d'acquérir une certaine autonomie vis-à-vis des hommes, et faire en sorte que la procréation soit un choix et non quelque chose d'imposé par la religion, par les pratiques coutumières, par la polygamie et je ne sais quoi encore. Et si on fait ça, effectivement, on obtient ce qu'on appelle une espèce de transition démographique. Quand on parle de dividende démographique, c'est quand il y a une transition démographique. C'est-à-dire que, comme vous l'avez dit, on a réussi à limiter comment on appelle ça, la mortalité infantile. Mais ce qu'on n'a pas réussi, disons, je dirais pas la limitation des naissances, mais au moins l'espace pas de naissance. Ça, on n'a pas obtenu. On n'a pas obtenu. Et donc, nous sommes avec un taux de croissance démographique qui est largement supérieur dans certains cas et pendant longtemps, en tout cas dans le contexte du Mali, le taux de croissance démographique a été largement supérieur au taux de croissance économique. Et dans des contextes comme ça, c'est impossible d'améliorer, disons, le niveau de vie des gens, d'améliorer la qualité de la vie et surtout de promouvoir une croissance. Voilà ce que moi je pense sur ces deux aspects. Voilà, je vous remercie. Je vous remercie vraiment pour votre intervention. Je ne sais pas si le modérateur voudrait que... Oui, oui, rapidement. Merci beaucoup, Monsieur Traoré. Monsieur Timera, vous pouvez répondre en quelques éléments de réponse. C'est succinct, mais ça demanderait une conférence à part. Je oui. comprends tout à fait les propos
de Monsieur le ministre, c'est ça? Namori Traoré, oui. Exact, oui. Ancien ministre. Hein, Ancien ministre, voilà. C'est vrai que Vous nous, au sein gardez du toujours grain, les formules de respect, ancien ministre ou pas, vous restez Monsieur le ministre. En tout cas, je vous remercie de me faire l'honneur de votre intervention sur 2 points. Je vais parler de la question de la démographie pour ensuite venir sur la question de la laïcité. Pour moi, la question de la démographie ne se pose que par rapport à des ressources, à un territoire, au choix des familles, de la société et la capacité des leaders économiques, politiques et autres au sein de la société d'organiser la société pour répondre à l'arrivée des enfants. Et qu'il est de la responsabilité humaine pour chacun d'entre nous, avant de parler de grands chiffres, de taux de croissance, il est la responsabilité humaine pour chacun d'entre nous de nous occuper de nos enfants lorsque ceux-ci viennent au monde, de leur donner la sécurité, de les nourrir, de les faire grandir jusqu'à leur autonomie. Cela est vrai pour des parents, cela est vrai pour une société, cela est vrai pour un État. Et lorsque des enfants viennent au monde et qu'il n'y a pas les moyens de pouvoir subvenir à leurs besoins, à mon avis, je ne dis pas que c'est ce que vous dites, mais c'est ce qui sous-tend cette philosophie de la chose, ça n'est pas la faute de l'arrivée des enfants, c'est la faute de la société qui ne leur donne pas les moyens d'exister. Et la société n'ayant pas les moyens ou ne leur donnant pas les moyens de pouvoir perdurer dans leur existence, et soit dû au fait qu'ils sont dans un environnement extrêmement pauvre, dans ce cas il faut partir, quitter le lieu, ou parce qu'ils n'exploitent pas assez leurs ressources. Dans ces cas-là, il faut penser les modalités, comprendre pourquoi est-ce qu'il n'y a pas d'exploitation de ces ressources et comment faire en sorte que les ressources soient mieux exploitées pour pouvoir répondre aux besoins. Ou bien alors, il y a un problème de partage des ressources. Mais à mes yeux, ça ne peut en aucun cas être la faute, ou en tout cas la responsabilité de l'avenir qui vient à travers les enfants. Il est de la responsabilité des adultes et de la société de trouver les moyens qu'il faut pour que les enfants qui viennent au monde grandissent en sécurité et puissent aussi contribuer et perdurer. Nous sommes en Occident où on parle, là je suis à Paris en ce moment, où on parle de problèmes démographiques. Ils disent qu'ils ne font pas assez d'enfants et que leur souveraineté économique est en jeu pour l'avenir. Par contre, ils viennent chez nous et ils disent que vous faites trop d'enfants. Mais trop d'enfants par rapport à qui et à quoi? Comme je l'ai indiqué, l'Afrique est sous-peuplée. La réalité, c'est ça. Nous avons des territoires immenses qui sont sous-peuplés. Donc, on n'a pas de problème de démographie. On a un problème de sous-peuplement encore. Parce que nous continuons de subir, nous sortons à peine de l'hécatombe qu'a été pour nous l'esclavage et la colonisation. Je vous conseille d'ailleurs de lire les études de l'auteur du livre Afrotopia, j'ai oublié son nom, un Sénégalais d'ailleurs, un de mes collègues. Bref, et qui parle très bien de ça et qui donne un certain nombre de rapports officiels sur la question. Donc, sur le plan politique, nous n'avons pas un problème de démographie, nous avons un problème d'investissement dans nos politiques publiques pour accueillir ces enfants. C'est ça le fond de l'affaire. Et à mes yeux, il faut décorréler la question de la démographie avec la question de la façon dont les femmes sont traitées. Attention. C'est pas parce qu'on fait beaucoup d'enfants qu'on est maltraité, c'est pas parce qu'on est maltraité qu'on fait beaucoup d'enfants. Les deux sont différents. Il y a un problème, effectivement, au Mali et de façon générale en Afrique de l'Ouest et dans le monde musulman, de façon globale, à part des exceptions, avec la femme.
Mais la question de la femme et de sa maltraitance, le fait qu'elle soit soumise à des coutumes qui visent à en faire la chose, la productrice exclusive, son métier, c'est de faire des enfants et d'obéir à son mari, sans perspective de pouvoir être éduquée et d'avoir une scolarité et de pouvoir contribuer à la société, ça contrevient à l'islam, ça contrevient à la religion. Parce que pour l'islam, la femme comme l'homme ont été mis sur terre pour civiliser la terre. C'est de cela dont je parlais quand je parlais de il faut libérer la religion de l'interprétation des imams. J'y viendrai tout à l'heure. Mais du point de vue religieux, la femme n'est pas au service de l'homme. Elle n'est pas la servante de l'homme. Elle n'est pas là pour adorer l'homme. Elle est là pour contribuer. Donc, elle ne peut contribuer au même titre que l'homme si elles ne sont pas éduquées, si elles n'ont pas les moyens de leur autonomie et de leur indépendance. Cela doit être établi. Et cela impacte en l'absence de cela dans la famille et dans la manière dont les enfants sont éduqués, puisque si la femme est maltraitée, si au sein du couple, les femmes ne sont pas heureuses dans leur mariage, elles sont victimes de mariages forcés, et elles vivent des situations de polygamie, je ne dis pas que la polygamie doit être interdite. Je ne dis pas ça. Je dis que la façon dont nos mariages se font, monogames ou polygames, se font sur des bases relationnelles de domination qui détruisent les individus, qui détruisent les enfants et qui font que les enfants sont mal éduqués. C'est ça d'abord le problème. C'est pas le mariage en lui-même, ni le fait d'être en couple ou pas, ni le fait d'être dans des grandes familles ou pas. C'est la manière dont nous établissons nos relations. Or, nos relations sont fondées sur des fondements de domination. Et c'est vrai de la part des hommes vis-à-vis des autorités qui sont au-dessus d'eux, comme de la part des hommes vis-à-vis des femmes et des enfants. Il y a des relations de domination qui traversent l'ensemble des relations au sein de la société. Et ça pose problème. Et c'est une éducation qu'il faut avoir à partir d'une autre conception religieuse, une autre conception de l'être humain, une autre conception de nos rapports. C'est beaucoup plus global que ça. Donc, moi, je persiste et je signe là-dessus. C'est à nous de faire en sorte que nos enfants soient bien éduqués. À nous de faire en sorte que nos enfants aient tout ce qu'il faut pour qu'ils soient souverains. Et l'absence de ces ressources-là est de la responsabilité des États qui mériteraient à un moment donné d'être démissionnés s'il le faut, s'ils ne répondent pas à ces besoins. Et pas le fait de dire qu'il faut réduire le taux de naissance. Et comment le faire si on ne le fait pas par coercition? Parce que concrètement, comment on limite les naissances alors? On peut éduquer, on peut dire aux gens prenez des contraceptifs et autres, mais s'ils ne le veulent pas, si ce n'est pas la mentalité de la société, comment faire? À part s'opposer à l'esprit même de la société, ce qui nous met en situation de guerre civile potentielle ou d'opposition de l'État et de ses élites avec la population. Pour ma part, je ne suis pas d'accord avec ça. Je pense que ce que peuvent faire les politiques, c'est d'investir dans l'éducation, de faire en sorte d'avoir des politiques économiques qui répondent aux besoins des populations. Ça n'est pas à l'État de contrôler la société. C'est le contraire. Et ensuite, avec l'éducation, avec un travail dans le long terme, effectivement, les naissances se réguleront au fur et à mesure avec l'évolution sur le temps long. Mais cette jeunesse qui est présente et qui est en train de se tuer, ou cette jeunesse qui est présente, et comme vous l'avez dit, dont il faudrait avoir peur, et ça me pose problème que nous ayons peur de notre jeunesse. Si la peur quant à notre jeunesse existe, ignorante ou pas, elle est due à la défaillance des adultes et pas à la vitalité des jeunes. C'est mon avis. Les États doivent s'intéresser à augmenter leur taux de croissance économique et non pas à réduire leur taux de natalité. Je pense que c'est ce qui est beaucoup plus humain et plus en accord avec nos principes et nos valeurs. Mais je comprends le hiatus dans lequel peuvent se trouver les décideurs publics lorsque, lors d'un mandat de 5 ans seulement, ils doivent répondre à une situation qui demanderait 25 années de travail continu, acharné,
de transformation sociale. Ça, je le comprends. Pour la question de la laïcité. Je demande aux élites politiques de ne pas laisser aux religieux le monopole de l'interprétation de la religion. Je demande à ce que les politiques, les élites intellectuelles, philosophiques, politiques et autres, aient une connaissance, une formation extrêmement profonde de la religion, de sorte qu'ils puissent être indépendants de l'interprétation des religions, qui peuvent avoir aussi des intérêts politiques et économiques dans l'interprétation qu'ils veulent imposer à la société. Nous devons d'avoir une connaissance profonde de l'islam qui dépasse l'interprétation des religieux. Que dit l'islam? Est-ce que l'islam propose une théocratie? C'est une grosse question. Mais je le dis pas. Hein. Des savants que respectent le salafiste d'à côté, des savants comme Ibn Taymiyyah ou des savants comme Ibn Khaldoun. Ibn Taymiyyah dit que la royauté et la théocratie ne sont pas islamiques. Ça n'existe pas chez nous. L'État est entre les mains de la société, de la communauté qui se gère elle-même, à partir du référent religieux auquel elle croit. C'est normal. Si c'est 90% de personnes qui croient en Dieu, ils vont forcément décider les choses en fonction de leurs convictions. Mais ça, c'est démocratique. 80% de ces gens-là diront que nous, on décide de ne pas permettre les relations entre hommes et femmes en dehors du mariage. L'essentiel, c'est que ce soit la majorité de la population qui décide de cela. Nous pensons qu'il y a à un moment donné des limites à respecter. Par exemple, on ne peut pas vendre des armes à tout bout de champ parce que la charia nous demande à avoir de l'éthique dans la fabrication des armes. Ce n'est pas imposé, c'est la conviction de la majorité de la population. Donc, la question, c'est comment articuler le référent religieux qui, en islam, n'a pas d'incarnation. Ça aussi, c'est autre chose qu'il faut aussi savoir. L'incarnation cléricale est interdite en islam. C'est ce que je disais à Mahmoud Diko, c'est peut-être de lui dont vous parliez, et à Moussa Mara lors de mon débat avec eux, je crois en 2020 ou en 2019, lorsque je disais que normalement, le fait même qu'il y ait ce qu'ils appellent l'autorité religieuse, j'ai oublié leur nom, l'autorité religieuse et qui permet à un moment donné de décider de la manière dont on doit faire les choses, en islam, c'est interdit, puisque la religion est la chose partagée entre tous les gens. Ce qui est représentant, c'est l'autorité politique de la population qui décide de ses représentants, qui décide à travers directement ou indirectement à travers ses représentants, mais à partir du référent religieux auquel elle croit. Le problème que nous avons, c'est que nous avons une colonisation et des représentants politiques qui sont opposés à l'identité religieuse de leur population, indépendamment des interprétations fallacieuses des uns et des autres. Le fond de l'affaire, c'est est-ce que au Mali, au Sénégal, nous pouvons faire référence sur le plan spirituel et au niveau des choix philosophiques à notre référent religieux. C'est ça le fond de l'affaire, pas les règles et les lois. Vous décidez de ne pas couper la main du voleur, mais c'est tant mieux. Le fond, ne réduisons pas la religion aux questions juridico-pratiques et partielles et pauvres des juristes musulmans qui sont pauvres intellectuellement. Je les connais, j'ai fait la formation de juriste. Il y a une pauvreté intellectuelle de nos juristes. Le Coran ne définit jamais la charia comme étant un corps de loi, ça n'existe pas. C'est une vision, une voie qui limite à un moment donné l'appétit des dirigeants à indicter des lois qui vont dans le sens de leur passion. C'est ça que la charia vient limiter. Voilà pourquoi est-ce que dans le Coran, la charia est toujours en lien avec l'affaire des passions. Parce qu'il faut une autorité spirituelle symbolique qui, à un moment donné, limite le président et qui lui dit, bon là, je peux pas faire ça. Je peux pas tuer la terre entière pour mon propre désir. Il faut un cadre qui limite le pouvoir. Et le cadre qui limite le pouvoir doit avoir une instance supérieure qui n'est pas issue de nous-mêmes. Il faut que nous tous, population et dirigeants, nous croyons en une instance supérieure qui permet à un moment donné de dire au roi, calme-toi, de dire à la population, ne sois pas tyrannique vis-à-vis des minorités.
C'est cela que la religion vient servir. Mais je reconnais que cela n'a pas été souvent compris dans l'histoire. Je reconnais aussi qu'il y a des acteurs qui, comme ils ont utilisé la démocratie pour aller bombarder l'Irak, mais ils utilisent aussi la religion pour dire aux autres, vous n'êtes pas des nôtres. Mais est-ce que c'est ça que la religion dit dans le cœur et dans le fond? Moi, je ne le crois pas. En tout cas, la vision de l'islam, c'est de dire que toutes les religions doivent être respectées. Ça, c'est noté. Je paraphrase les passages du Coran ici. Que l'État islamique, entre guillemets, ne peut être islamique s'il ne permet pas aux différentes communautés religieuses d'avoir leurs propres tribunaux, ce que l'État moderne refuse. L'État islamique, entre guillemets, tel que le prophète l'a mis en place, c'est que la terre, le territoire n'appartient pas à l'État. Et c'est là où je vais finir là-dessus pour répondre à la question de Mme Charles, de la question de la pauvreté. Là, nous avons un État moderne qui s'est accaparé toute la terre, tout le territoire. De sorte que moi, vous, moi, nous ne pouvons pas à un moment donné aller voir un territoire qui n'est pas utilisé, que personne ne possède. Nous ne pouvons pas nous y poser, cultiver et subvenir à nos besoins sans autorisation de l'État, qui s'en sert pour s'enrichir au détriment de la population. Du point de vue de l'État islamique tel que le droit musulman ancien l'indiquait, le prophète disait « Quiconque peut faire vivre une terre, elle est à lui. » On ne peut pas prendre une terre sans l'exploiter et la rendre vivante. Si vous êtes propriétaire d'une terre et que vous ne l'utilisez pas au bout de 3 ans, nous avons le droit de récupérer, de vous demander si vous utilisez cette terre, et si vous ne l'utilisez pas, eh bien, de la donner à quelqu'un qui en a besoin, qui, lui, va pouvoir l'exploiter. De sorte que la société a les moyens, à un moment donné, de s'enrichir, d'être autonome et d'être indépendant vis-à-vis de l'État. Donc, on est dans une conception où l'État ne doit pas être aussi forte. On est aussi dans une conception, je parle de la conception islamique, où l'État ne doit pas avoir le monopole militaire. Pour quelle raison? Pour quelle raison est-ce qu'à l'époque du prophète, il n'y avait pas d'armée organisée? Alors qu'il y avait l'Empire byzantin et l'Empire perse qu'il connaissait. Mais parce qu'un État qui détient le pouvoir militaire a la possibilité de s'imposer à la population et de la soumettre. Nos États aujourd'hui, quand vous vous baladez à travers Bamako ou à travers Dakar, nous avons tous peur du policier. Sauf si nous sommes des personnalités qui pouvons nous balader dans un 4x4 où le policier sait qu'il ne peut pas trop nous fatiguer. Mais tout le monde a peur du policier. Tout le monde a peur du militaire. Parce que nous sommes dans des États qui exercent une forte puissance sur la population qui ne permet pas à un moment donné d'être indépendant. Donc, je reviens sur le propos. Si on est dans l'idée de respecter les valeurs de l'islam sur la question religieuse, le politique doit être indépendant. Le religieux n'est pas incarné, il appartient à tout le monde. Le référent religieux, il est celui de tout le monde, et comme c'est celui de tout le monde, et que c'est démocratique, je reviens, encore une fois, le Coran impose le fait que le pouvoir soit géré de façon délibérative. Dans le langage grec, c'est démos kratos, la démocratie. Le Coran impose le fait que le représentant obéit au représenté. Il ne peut pas être tout seul comme ça. Et enfin, sur le plan économique, il y a une redistribution des biens qui permet l'autonomie des populations. C'est cela les valeurs de l'islam. Alors, je sais bien que nos théocrates iraniens et israéliens ne pas cela. Et c'est au nom de la religion qu'il faut les combattre. Très bien. Merci beaucoup, Monsieur Timara. Je pense qu'il n'y a plus d'autres questions. Je vois toujours la main de Monsieur le ministre Mamadou Namadou Traoré levée. Si vous avez une question ou c'est peut-être une main ancienne. Ok, très bien. En tout cas, je vous remercie beaucoup, Monsieur Timera. C'était vraiment très clair. Merci déjà pour votre disponibilité. On a déjà dépassé, on a épuisé le temps. Je vais y aller parce que j'ai le mariage de ma sœur à côté là. Voilà, donc en tout cas, merci beaucoup d'être venu et je pense que les échanges ont été très très riches, utiles aussi. Il y a eu du débat, de la contradiction, c'est normal.
Et c'est tout à fait normal. En tout cas, merci au nom du grain. Je vous remercie infiniment. Et j'espère qu'on aura d'autres occasions de discuter, peut-être dans quelques mois, dans quelques années, Inch'Allah. Et que d'ici là, il y aura d'autres événements, des choses qui vont bouger certainement. En tout cas, je vous remercie infiniment pour votre présentation et merci encore et à très bientôt, Monsieur Timera. Merci à vous, que Dieu vous Merci. protège et je vous remercie pour votre disponibilité et voilà, de m'avoir donné l'occasion de m'exprimer avec vous. Merci beaucoup. En tout cas, merci. À très bientôt. Merci. Merci.